L'idée pour nous, c'est, je ne sais pas si ça va le faire ou pas, c'est au lieu de parler des droits, c'est de mettre les histoires en situation. Par exemple, quand on prend, et là je vois une avocate qui me regarde comme ça, ouais, qui est gréviste et tout ça. Et moi d'abord, quand j'ai écrit le texte au nom de mon droit, c'est parce que tu arrives un peu en retard, c'est le patient qui est dans une institution, et à partir de là, on parle souvent des zones de non-droit. Et souvent, cette zone, on l'adresse souvent pour les quartiers difficiles, quoi. Et là, dans les hôpitaux, est-ce qu'il n'y a pas des zones de non-droit? Parce qu'on voit le parcours du patient. En plus, il a ça en héritage par rapport à sa mère. Et toutes les questions qu'on a posées, c'était des histoires vraies, quoi. C'est pas, je ne les ai pas imaginées, je me suis appuyé sur des histoires. Donc comment, à un moment donné, comme on s'est posé la question de réintroduire du droit dans les cités, comment on peut se poser la question qu'on réintroduit du droit dans les hôpitaux, quoi? Plus généralement dans les institutions, je crois. Là, c'est l'avocate qui parle, tu as bien raison. Moi, je dirais que quelle que soit la maladie, quand on est face à un médecin, on est face à un sachant. Et on est face à un sachant qui nous regarde comme étant un corps et un objet. Je pense que le problème majeur, c'est pas les droits, l'exercice des droits, l'effectivité des droits, c'est le regard que porte un professionnel, et j'en fais partie, sur quelqu'un qui vient le voir, qui a un problème de droit, qui a un problème autre, ou qui n'a pas de problème, mais bon, souvent c'est parce qu'il a un problème. Et c'est la place où l'autre te met. Si l'autre te met dans une place d'objet, que tu sois malade, que tu sois un enfant, moi je travaille avec des enfants principalement, principalement, c'est un engagement que j'ai, c'est comment tu mets l'autre en position d'être un sujet par rapport à toi. Et après, les institutions, elles broient, hein, que ce soit l'institution judiciaire, que ce soit l'aide sociale à l'enfance, le département, l'hôpital, l'école. L'école est une zone de non-droit extraordinaire. C'est-à-dire, tu dis aux enseignants, ah ouais, vous avez un règlement intérieur et vous en discutez, ils te disent, ah ben c'est moi qui l'applique et c'est moi qui sanctionne. On n'est pas tout à fait comme à la maison. À la maison, je peux péter un câble, dire tout le monde, pas de télé, pas de DS. Et puis après, je vais me lâcher, quoi. Me lâcher. En collectivité, tu ne peux pas le faire. Donc, moi, je pense c'est comment on fait pour que l'être humain, et on a un problème de société, hein, soit un sujet. Principalement, c'est ça. Qu'il soit un enfant, qu'il soit un adulte, avec à un moment donné une difficulté, il peut être avec la jambe cassée, il peut avoir une fêlure à un moment donné ou pas. Moi je m'en fous de ça. C'est comment on lui permet d'être ce sujet-là. Et moi je me rends compte que 30 ans après, ça fait je travaille depuis l'âge de 22 ans à peu près dans le secteur, on va dire, social. On a perdu cette obligation de regarder l'autre comme étant son égal. Et ça, tant qu'on n'aura pas ça, l'égalité dans la façon dont je me positionne par rapport à l'autre, j'ai un peu plus de choses dans ma caisse à outils, moi c'est tout. Et puis alors je prends ma caisse à outils, puis je donne, je dis tiens on pourrait prendre ça, non on pourrait prendre ça. Vous êtes sûr qu'on pourrait prendre ça? Mais du coup j'associe, parce que sinon c'est pas intéressant. J'accompagne, je ne suis qu'un accompagnateur. Je ne suis que celui qui va donner des outils et peut-être qui va structurer un langage et une parole. Après, je peux, de ce fait-là, transfigurer, détruire. Après, je peux être manipulateur et dangereux, hein, je le dis. Il y a de mes confrères qui peuvent, à un moment donné, l'être. Il y a quelques fois, moi, je peux l'être. Moi, ce qui me paraît important, c'est comment on rend l'autre sujet. Et on est sujet si l'autre est égal à soi. Moi, quand et c'est une violence. Hein. Moi, je sais. Face à toi, je sais. Je sais le droit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais pas le droit. Je suis obligé d'aller chercher. Je dis tiens. Et j'avais un avocat que j'aimais beaucoup, qui est un avocat parisien, qui faisait beaucoup de luttes en matière sociale et qui disait mais moi, je suis là auprès de mes clients pour
transformer leurs faits, leur histoire, en droit. Moi, je traduis. Donc, si je traduis, je vais prendre le pouvoir, mais il faut vraiment que je leur laisse la place. Donc, c'est une question de sujet. Alors, vous parlez pour rebondir sur ce que vous dites, vous venez de dire une chose importante au départ de votre discours. Vous disiez qu'il faudrait peut-être revenir sur l'individu, sur le sujet qu'est l'individu. Alors, pour revenir justement à la parentalité, quel rôle pourrait peut-être imaginer avoir ou doivent avoir, je ne sais pas, les parents face justement au sujet qui est l'individu, puisque nous sommes responsables de ce qu'on va laisser après. Face à leur enfant, c'est ça votre question ? Oui, parce que c'est pas la société de régler le problème de la parentalité par rapport aux individus, c'est aux parents peut-être de se poser cette question, puisqu'on doit remettre le sujet au cœur de nos débats sociétaux, excusez-moi. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, est-ce que les parents n'ont pas une part de responsabilité de remettre les enfants justement au cœur de ce... C'est une question que je pose, que je vous pose. Les parents, ils ont une responsabilité du fait du droit. Ils sont responsables de leurs enfants et ils sont responsables à un degré progressif de l'exercice par leur enfant d'un certain nombre de droits. Donc, je suis parent, je suis responsable de l'accès à la culture, de l'accès à l'éducation. J'ai cette obligation-là. Après, moi, j'ai l'impression que les parents, ils sont démunis. C'est pas une question de comment je fais. Il y a un truc de transmission. Il y a peut-être aussi que les grands-parents, ils sont de moins en moins là. Les arrière-oncles, tantes, moi j'ai vécu, j'ai été élevée dans une famille méditerranéenne, d'autres aussi, où tu avais un clan, quoi. Tu étais dans un truc qui était très élargi. On a une famille qui est très, très réduite. Moi, gosse, je pense que la transmission éducative, elle était élargie, et j'avais même des oncles et des tantes que c'est même pas des vrais. C'est Marseille, ça, hein. Tu descendais et tu étais élevé par tous ceux qui étaient autour de toi. Alors peut-être qu'on est aussi ça. Même maintenant, tu dis à un gosse, ramasse le papier, le parent il te regarde, il te dit, mêle-toi de toi. Ben non, je me mêle de nous. C'est le nous qu'il faut remettre en place. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, donc c'était pas, on n'est pas un sens qui est... Mais ouvrons, enfin, moi je trouve qu'il y a une vraie violence par rapport aux individus depuis quelques années. C'est-à-dire que on est sujet de consommation, mais on n'est pas un sujet avec des émotions. Et l'enfant n'est pas un sujet avec des émotions. Moi je dis, il fait un caprice. Moi aussi, des fois, je dis, je veux mes bonbons Haribo. Nous sommes quand même au début, depuis 30-40 ans, au début de la plus grosse révolution des filières industrielles, la révolution numérique, on est nous dedans. Je pense que nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants ne vivront pas la révolution que nous sommes en train de vivre. Si on devait se replacer en 1890 ou 1900, ça serait... Je pense que les parents, peut-être, je ne sais pas, à l'époque, devaient parler comme ça maintenant aussi. Il va avoir peur de cette désolidarisation de la société. Je pense pas que le numérique a accéléré un mouvement, mais c'est pas le numérique qui crée le mouvement. Ah oui, c'est vrai que nos ados, ils sont tous... Tu leur dis on va à tel endroit, ils te répondent il y a la Wi-Fi, il y a la Wi-Fi, il y a la 4G, j'aime pas. Moi, ce que j'ai essayé de partager, c'est justement le nom de... Quand on parle de parentalité, avant de partir sur des transversalités comme on l'en fait, quelle forme de parentalité on a? C'est un modèle aussi. Quel modèle on a? Tout à l'heure, quand je t'introduisais sur le droit pour l'avocate, c'est quoi ton prénom, Elisabeth? Elisabeth, ouais. Ouais, bon, ça va. Moi, tu sais, moi, je suis un arabe. Moi, Ali, c'est très simple, ça traverse, quoi. Donc, quand je te posais cette question, parce que je voulais juste situer les niveaux de droit.
il y a le droit, parce que beaucoup aussi dans la parentalité, il y a aussi une déformation. Si on parle de l'individu comme sujet, d'accord, on peut aussi, en déclinant, souvent dans les familles, l'enfant est une propriété aux parents. J'avais un juge aux affaires familiales quand j'ai débuté, donc il y a 20 et quelques, comme avocat, parce que j'ai fait un autre métier avant, qui avait écrit dans son cabinet « Vos enfants ne vous appartiennent pas ». C'était déjà il y a 20 ans, donc il n'y a pas de nouveauté sur ça. L'impression que j'ai par rapport à la question que tu poses, c'est les droits. Moi, je dis que si tu prends l'autre comme un sujet, tu le mets en égal et donc tu le respectes. Dès que tu as ça comme principe, les droits, on les développe. Et dans la vie courante, moi, je me bats pour que ça soit ça. Alors peut-être que c'est mon idéal, mais j'ai l'impression que quand dans une institution, puisque tu parlais d'une institution, tu commences à dire que l'autre est un sujet. Alors moi je travaille avec l'ASE par exemple, je leur dis excusez-moi mais le gosse c'est pas un objet. Alors en droit c'est un objet, il est sous la garde d'eux. Alors un jour je dis à une assistante sociale, je fais l'explication juridique, etc. Je dis l'enfant est sous la garde de ses parents ou de l'institution. Je dis un peu comme le pot de fleurs. Mais parce que c'est en termes de responsabilité civile la même chose. J'ai dit d'ailleurs quand vous dites à un enfant, tu sais, tu n'as pas trop le droit de t'exprimer en France parce que le système judiciaire fait que l'enfant n'est pas un sujet, sauf dans un cas très particulier, et que je lui dis tiens un pot de fleurs, ça le fait rigoler. L'assistante sociale lui dit mais c'est quoi cet avocat qui dit que l'enfant est un pot de fleurs? Mais en réalité, elle le prenait, elle, pour un pot de fleurs. Donc c'est pour ça que vous lui renvoyez ça et que ça ne lui a pas plu. Il y a une réflexion quand même à avoir sur les droits, c'est toi qui te les fais. Enfin, on ne te les donne pas. Il y a un droit d'eux, il y a un droit à... Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Enfin, objectivement, ça ne m'intéresse pas. Après, je peux vous faire toute la traduction juridique de ceci, de cela. C'est un peu la comédie sur voilà, on fait de la comédie. Mais après, appropriez-vous les choses. J'ai souvent l'obligation de dire aux gens, l'enfant, il est sujet. Alors, il n'est pas objet, c'est pas une chaise, etc. Ça a des émotions, ça a un discernement en fonction de son âge. Or, l'adulte face à l'enfant, il a des fois envie qu'il soit une chaise, et des fois envie qu'il s'exprime, mais qu'il s'exprime comme une marionnette. Et ça, c'est très compliqué, ce lien-là, de dire il faut respecter l'enfant comme étant une personne. Un individu avec, il a 3 ans, là on a une petite fille qui veut absolument parler, je ne sais plus où elle est passée, on l'a mis à l'arrière, voilà. Elle est allée s'occuper autrement. Mais ça, c'est compliqué. Les parents... Dans notre système, et surtout s'ils sont malades, on leur dit vous n'avez plus de droit de parents. Et ça devient compliqué. C'est-à-dire que le système de protection de l'enfance estime que le malade, quelle que soit sa maladie, en plus ça va loin, hein, quelle que soit sa maladie, n'est pas en capacité d'élever son enfant. Donc on lui dit tu n'as pas le droit de... Ça, c'est une espèce de système. Je préfère enlever l'enfant et le faire élever par d'autres plutôt que de soutenir la parentalité. Notre système juridique, il dit l'inverse. C'est-à-dire, quand tu me parles de droit, je te dis que le système juridique, la loi française, c'est soutien à la parentalité et pas retrait d'enfant. Et imagination, tous les moyens. Alors, c'est merveilleux, hein, sur le texte, etc. Et dans les faits, tu te rends compte que si tu es malade, quelle que soit cette maladie, on va te dire ah non mais tu n'es pas capable. C'est mieux qu'il y en ait d'autres qui s'en occupent, c'est mieux qu'il soit placé, et de temps en temps tu vas le voir, mais encore tu vas le voir, mais non, ça va pas, comment tu le vois, là, le droit de visite il va pas, tu fonctionnes pas bien. Elisabeth Audouard, je
suis Mohamed Berchiche. Alors, je suis Mohamed Berchiche. Et je voulais souscrire à ce que je viens d'entendre et ajouter que c'est vrai qu'en matière de parentalité, le droit, finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus clair à comprendre dans ce concept de la parentalité. Moi, ce qui me semble beaucoup plus compliqué, par contre, à jauger, c'est la pratique et l'expérience. Parce que finalement, c'est à partir de ces deux autres instances qu'on peut apprécier pleinement ce que c'est que la parentalité. Et c'est là où chacun cherche à trouver la meilleure des pratiques et en se basant sur on espère, les meilleures expériences personnelles. Le regard de certains professionnels, de nombreux professionnels, sur les parents soi-disant défaillants, mais ce regard, il est pas toujours bienveillant. Et donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a perdu du fait de l'individualisation de la société, que finalement, chacun se recroqueville sur sa situation personnelle. Et effectivement, si vous interpellez un parent parce que son gamin a jeté un papier par terre, oui, vous risquez peut-être d'être repris sèchement. Ce matin, il y avait Ahmed Abderrahmane qui évoquait la famille comorienne. Et on se demandait comment leur expérience pouvait s'intégrer dans une société européenne. Moi, j'aurais envie de dire comment la société européenne peut reprendre à son compte des expériences de la parentalité d'autres communautés, comme celle des Comoriens, par exemple. Voilà, une réflexion parmi d'autres. Le mot droit, je l'entends aussi souvent dans « j'ai droit à ». J'ai droit à un enfant, à tout prix, à quel prix. Donc ça aussi, c'est des... Et ça renvoie à cette histoire d'objet, de sujet quand même, hein, parce que y a beaucoup de choses qui tournent. C'est vrai que pourtant il y a pas mal de psy ici. Je comprends pas là. C'est l'avocate qui parle de la question du sujet ou de l'enfant objet, et je vous entends pas là, les psys. Oui, parce que justement, tu parlais on a le droit, justement, dans ce droit-là de la parentalité. Ça fait un petit moment qu'on en parle, mais on ne parle pas du tout de la PMA, de la parentalité des couples homosexuels et de ce genre de débat qui, en ce moment, bien sûr, en plus, est en train de créer des clivages importants. Il y a une pédopsie qui aimerait bien parler, mais d'abord, il y a l'avocate qui va réagir. Je dis 2 mots. Non, c'est bon, merci. Donc, tu as dit 2 mots, merci. Donc, non, pardon, parce qu'en tant qu'avocate, c'est important le verbe. Premièrement, oui, merci, droit A et droit 2, c'est pas la même chose, c'est pas le même registre. Attention. Et deuxième, nous avions une loi famille très importante, très très travaillée, que Toubira a essayé de pousser vraiment, et qui, à la suite de la manif pour tous, nous a fait tomber cette parentalité nouvelle, ou ces formes de parentalité élargies, les familles recomposées, les droits des beaux-parents, etc., qui étaient prévus. Donc on a un droit qui est rétrograde, qui ne correspond pas aux besoins de l'évolution de la société, mais ça avait été pensé à un moment donné, sauf que les rétrogrades ont gagné, et ça me déprime toujours. Valérie Garçon, donc je suis pédopsychiatre, enfin je travaille en pédopsychiatrie et j'ai travaillé auprès de bébés et maintenant auprès d'adolescents. Donc en fait c'est 2 temps de la parentalité. Alors moi je trouvais que ce que vous aviez dit quand vous évoquiez, quand vous étiez, c'était exactement ça, c'est-à-dire que être parent c'est un voyage et vous l'avez très bien dit. Donc je sais pas quelle place de spécialiste ce que je pourrais rajouter parce que je pense que là c'est juste. C'est un voyage. Et alors, en effet, je suis aussi d'accord avec vous sur l'idée que beaucoup de choses sont en train de changer. Alors,
peut-être pas tout à fait en droit, mais en tout cas, il va falloir inventer des manières de penser les choses qui sont un peu différentes. Parce qu'en effet, il y a ces nouvelles parentalités. Mais vous disiez, madame, on passe d'une parentalité un peu où c'était la famille élargie à une parentalité où il y a une seule personne, quelque chose de beaucoup plus individuel. Mais à la fois, actuellement, on parle de constellation familiale, avec toutes les familles recomposées, c'est-à-dire c'est quoi la place de la belle-mère, c'est quoi la place du beau-père, voilà. Donc il y a tout un tas de choses qui sont à inventer, et il faut de la créativité. Ça va ? Oui, bonjour, je suis Graziella Bouchet, je suis danseuse contemporaine et thérapeute psychocorporelle. Et donc vous parlez d'innovation et de création, c'est pour ça que je prends le micro, parce que j'ai des choses à proposer. Oui. Et donc, alors moi, je fais des projets de danse avec des enfants, parce que je pense que l'enfant lui-même, il peut être capable de se construire aussi tout seul sans forcément faire un travail avec les parents. Je pense qu'on peut faire les deux en fait. Qu'il y a le travail qu'on peut faire avec l'enfant, parce que les enfants sont capables de se construire avec d'autres images, de les mettre dans des situations de réussite. Et puis il y a effectivement un travail à faire, je pense, aussi avec les parents. Et donc moi, ce que je propose, c'est plutôt dans le champ artistique et corporel. Donc je suis aussi masseuse, donc je pratique le Tanaka, qui est un mélange de shiatsu, yoga et massage thaï. Et je propose des ateliers massage parents-enfants. Voilà. Donc je pense que on n'aborde pas toujours, l'aspect corporel, qui pour moi, je pense, est très important. De passer par le corps, ça peut des fois aider à faire un travail avec des choses qui ne peuvent pas se dire par des mots, en fait. Mais moi, je vais un peu réagir sur la dimension corporelle, et aussi comment l'évolution de la parentalité, parce que souvent, tout à l'heure, on parlait des familles recomposées, composées, décomposées. Il y a aussi une autre parentalité qui se fait sous nos yeux depuis 30-40 ans. C'est la parentalité dans le territoire. On est de la famille, on est d'une cité. C'est-à-dire que sur 7000 personnes vont se dire on est de la famille. Au-delà, ça veut dire que le processus de parentalité décroche de la sanguinité. Parce qu'avant, on était toujours liés par la famille, c'était lié au sang. Et là, même si ça dans l'imaginaire et dans la représentation, c'est comme ça. Après, il y avait la recomposition à travers les divorces qui a permis notre approche. Et dans l'évolution, surtout, tout à l'heure, on parlait du singulier. Parce que aussi, quand on parle de corporalité, c'est aussi de se situer dans un espace. Donc, l'espace d'une cité, en un seul, est un habitat pour ces familles-là. Donc aussi, parce que souvent, dernièrement, on avait écrit un bouquin avec la Gavotte Perret. C'était sur les échanges internationaux solidaires. Et ce qui était frappant, c'est que dans l'évolution, ce qui compte dans la parentalité, c'est les moments qu'on partage, peu importe avec qui. Ce qui renforce le lien. On peut avoir plus de parentalité, plus de force, plus de simple, plus de lien avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre famille qu'avec quelqu'un qui est notre famille. Donc là aussi, il y a toute cette multiforme qui est proposée. J'aimais bien le mot constellation de la dame. Les constellations, et l'univers nous rappelle qu'il y en a tellement des constellations que chacun devrait commencer aussi à les observer les unes des autres. Et je pense qu'il y a l'univers, nous aussi, quand on ne sait pas où on va, on peut regarder au-dessus pour essayer de s'inspirer. Parce que tout à l'heure, on était là en train quand on commençait à organiser le sujet, comment parler d'une globalité de la parentalité? C'est une vaste question pour nous. Et qu'est-ce qu'on y met dedans?
Derrière, quand on parle des familles recomposées, les questions qu'il y a à poser, on parle de droit, on parle aussi de repères, c'est qui a une autorité sur qui? Qui corrige qui? Qui aime qui? Parce que moi, Bernard, il me connaît, c'est un exemple très simple. Son fils, je suis son beau-père, et dans cette forme de parentalité, lui, il a une part, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis avec lui. Comment je trouve ma place, moi, là-dedans, tout en respectant son lien à lui, tout en respectant le lien de l'enfant, et comment ne pas mettre justement une dualité là-dedans. C'est des questions qu'on ne dit pas, mais on les vit, ça. Parce que derrière les familles composées, recomposées, il y a aussi tous ces flux qui s'invitent à nous. Avant de donner la parole qui a été redemandée là-bas, 2 petites réactions de ma part. Tu veux parler? Vas-y. Depuis un moment. Ah, vas-y. Tu peux prendre le volant, il pousse très bien. Je ne sais pas comment aborder le terme d'une parentalité. Pour moi, elle reste rattachée quand même à une image de terroir, quoi, à une image de valeur qui doit passer de personne en personne pour transmettre quelque chose. Et je crois que si on n'a pas reçu, on ne peut pas donner. Donc, quelque part, il ne faut pas être le maillon faible. Moi, ce que j'ai reçu, j'ai reçu en fait ce que je suis, hein, c'est-à-dire j'ai reçu ma personnalité qui s'est forgée entre un père et une mère qui ont fait tout pour que je puisse être ce que je suis, voilà, et que cette reconnaissance, non seulement je l'ai envers eux, mais je me suis efforcé de la transmettre chez moi à mes enfants, et aujourd'hui mes enfants, mes petits-enfants, et moi aussi à mes petits-enfants. Parce que quelquefois aujourd'hui, nos enfants, ils ont un souci, c'est qu'ils sont tellement pris dans le tourbillon de la vie qu'ils oublient un peu leurs enfants aussi, quoi. Donc à un moment donné, il faut aussi tenir cette place et être voilà. Maintenant, la parentalité, c'est aussi une volonté d'être parent. C'est aussi une volonté d'avoir une descendance. C'est aussi une volonté de transmettre. Et je crois que aujourd'hui, la question qui peut être posée, c'est que face à cette situation de parentalité, tout peut se présenter. À une certaine époque, à l'époque de mes parents, on avait des enfants, ils étaient là, ils arrivaient, on essayait d'en avoir, on ne pouvait pas en avoir, on n'en voulait pas, ils arrivaient. Donc c'était une autre forme de conception de parentalité. Dans ma génération, si on voulait ne plus en avoir, on pouvait ne plus en avoir. Si on voulait pas en avoir ou en avoir, on pouvait. Aujourd'hui, on peut même en avoir sans en être ni à la conception, ni au portage, ni voilà. Donc aujourd'hui, on peut plus dire c'est la chair de ma chair. Quelquefois, ça peut être la chair de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Donc ça peut ouvrir effectivement d'autres horizons dans la façon d'appréhender cette parentalité. Alors moi je suis médecin, donc tout ce qui touche effectivement à donner la vie ou à pas la donner, ou enfin tout ce qui touche au côté un peu scientifique de cette approche-là, j'y suis favorable dans la mesure où l'éthique n'est pas vraiment ne s'effondre pas derrière. Mais c'est vrai que il faut savoir si les gens, au-delà de la science, sont prêts à recevoir ce qu'ils demandent dans le côté de leur parentalité. Est-ce qu'ils sont construits pour pouvoir recevoir, appliquer ce que aujourd'hui la science leur propose dans le cadre
des gestations d'autrui, dans le cadre de l'ovulation provoquée, dans le cadre... voilà. Est-ce que les gens sont en mesure de concevoir ça? Et derrière ça aussi, il faut aussi essayer de laisser de côté une forme de parentalité dans laquelle on recherche l'enfant parfait, c'est-à-dire une forme d'eugénisme qui peut se concevoir en filigrane derrière cette façon qu'on peut avoir de chercher et de concevoir l'être le plus parfait possible. Voilà, le plus abouti possible. Mais je crois que l'idée fondamentale pour moi, c'est de savoir est-ce que les gens sont capables de suivre l'évolution de la science dans ce qu'elle leur propose. À l'instant T, oui, on a un désir, on fait tout pour ce désir, mais est-ce que derrière ce désir, est-ce qu'il répond aux mêmes critères de valeur, ce désir, dans 10 ans, dans 15 ans, quand on est face à un autre individu que celui dont on a eu le concept, est-ce qu'on est encore capable à ce moment-là d'avoir cette position? Voilà, c'est un peu l'interrogation que je me pose à ce moment, et que finalement c'est la construction totale d'une société qui se fait à travers ces individualités mises les uns à côté des autres et qui peuvent créer demain un sentiment sociétal complètement différent. Moi, j'aimerais compléter là, parce que cette histoire de sur le côté donc toutes ces nouvelles modalités d'accès à la parentalité assistée médicalement, ça a un coût. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, et je voudrais venir sur glisser un petit peu sur justement le fait que ça a un coût écarte une partie de la population de cette possibilité. Je m'explique. L'autre fois, j'ai rencontré une dame qui donc a eu recours à des dons de sperme et à des inséminations en Espagne, ce qui lui ont coûté 500 € l'insémination, sachant que, et c'est la moyenne, il en faut à peu près 4 en moyenne, pour arriver à un résultat. Ça fait 2000 €. Et donc, on a déjà cet aspect de barrière économique à l'accès à ce type de parentalité. Donc ça, c'est un premier élément. Je pense que c'est important d'en débattre ici, parce qu'on est dans des zones de précarité économique où cet aspect-là n'est pas négligeable. Il y a un autre aspect. Alors oui, le droit est égal pour tous. Ça, c'est sur le papier. Mais la réalité, c'est que lorsque on a un certain nombre de troubles, de défaillances, je ne suis pas convaincue qu'on peut avoir accès, je ne dis pas droit, mais accès à ce type de recours médicaux. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi interroger, sur lequel on doit être vigilant, pour préserver la possibilité à tous de pouvoir avoir accès, et pas qu'il y ait le moins de freins économiques et le frein en termes de représentation et lié à des handicaps pour avoir recours à ce type de modalité de parentalité. Déjà, enfin, il faut quand même savoir que déjà, en général, quand même, les pauvres font beaucoup d'enfants, donc c'est pas... Tu as raison. J'avais bien compris que vous déconniez. Moi, j'ai une histoire qui a défrayé la chronique, qui était des gitans sédentarisés pour partie, mais pas en totalité,
Et on avait parlé de rapt d'enfants et par rapport à une population rome. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ouais, c'est la rumeur qu'il y avait eu à la Bricarde, non, à un moment donné? Non, c'est pas une rumeur. C'est un procès qui a eu lieu il y a 3 c'est ans, pas la même 4 histoire. ans. Voilà, 3-4 ans, où on disait les gitans ont fait accoucher des mamans roms et se sont appropriés contre de l'argent les enfants. Donc c'était du vol d'enfants, enfin on achetait des enfants. Et donc, voilà, c'était alors le parquet de Marseille avait été parti, bien sûr, ils avaient trouvé un truc, c'était génial. Puis l'affaire n'était pas tout à fait celle-là, mais ça démontrait que des populations stigmatisées, les gitans et les roms, pouvaient faire l'objet de regards différents, mais c'est surtout que les parents, ils te disaient, enfin les parents adoptants, parce qu'en réalité c'était ça, ils avaient squeezé le système légal, quoi. Les parents adoptants disaient, mais moi, jamais on m'en aurait donné l'agrément. Je n'aurais pas eu l'agrément pour adopter. Donc, compte tenu du fait que je suis non sédentarisée, etc. Donc, ils avaient trouvé un moyen de répondre à ce qui était important pour eux, constituer et continuer une grande famille. Donc, il y avait des femmes roms qui étaient en difficulté vraiment en Roumanie, des vrais roms de Roumanie, entre guillemets. Et donc, elles mettaient au monde les enfants. En fait, ils faisaient venir les mamans. Elles mettaient au monde. Alors, c'était plus complexe que ça. Mais et puis, l'adoption, elle était en direct, quoi. Mais c'était un vrai acte d'amour des mamans qui accouchaient et qui le racontaient comme ça. Et un vrai acte d'amour des parents qui recevaient. Mais ils étaient exclus totalement de notre système d'adoption. Et ils le disaient clairement. Ils disaient, mais jamais j'aurais eu l'agrément. Jamais. Je suis gitan, en caravane, tout ce que en France on ne supporte pas. Donc je reviens effectivement, il n'y a pas que la procréation, voilà, il y a tous les systèmes et il n'y a pas que simplement j'ai une maladie mentale ou j'ai un handicap physique, parce que l'handicap physique, ce qui est renvoyé est très très violent. J'ai une maladie particulière, voilà, et il n'y a pas que ce truc d'argent. Oui, Elisabeth, il y a juste un exemple qui est ancestral, qu'on vit ici, là. Il n'y a pas de... Justement, cette solidarité face à une fertilité mais quand on prend la Méditerranée, moi je l'ai vu pas loin de chez moi, quoi, que la mère qui ne peut pas avoir d'enfant, sa sœur va enfanter pour elle, et elle va lui confier l'enfant. Ça se fait... Et après, il y a 3 aspects que je voulais relever. Justement, entre l'intervention qu'a fait Patrick Padovani, on expliquait que suivre la science aussi entraîne justement d'autres formes de modélisation, d'organisation, de famille et d'autres philosophies qui vont se construire. Et ça me renvoie justement à la domestication de l'enfant. Quand je parle de domestication, c'est ce que j'y mets dedans, c'est qu'on va faire un objet enfant. Ça veut dire, tiens, je vais l'élever, c'est comme les adoptions. Dès qu'il a 15 ans, il me dérange, je le passe à quelqu'un d'autre. Puisqu'on est dans cette utopie, ou bien dans 100 ans, ce sera la réalité où on aura ce choix, cette liberté où l'enfant n'est plus cher de sa chair, il est cher de mon idéal. Ça veut dire, je le veux comme ça. Donc, là aussi, ça nous interroge aussi sur notre propre nature à nous. Qu'est-ce qu'on peut accepter ou pas? Qu'est-ce que ça va dériver ou pas? Après, il y a la 3e question que soulève Marianne, parce que Patrick, c'est un Corse, il connaît très bien. Justement, les trafics naissent toujours d'un besoin. Et le besoin, il faut qu'il y ait l'émetteur et le récepteur. On s'est amusé à rigoler, nous, en disant que sur les trucs de procréation, maintenant, bientôt, on imagine dans 30 ans, la drogue, ça y est, c'est légal. Les marchés parallèles, tu imagines? Tiens, j'ai 3 ovaires, 4 spermes en affaires, j'ai une mère porteuse. 4, mais 4, c'est parce qu'après, il y aura le marché discount, quoi. Tu le veux, quoi. Et même si on imagine dans cette évolution, ouais, non, justement, mais ça, le truc, c'est le temps que ça s'implante.
Il faut pas oublier que... Non, mais tout ça, c'est pas neuf. Ça a quand même 2018 ans, quoi. La procréation assistée, quoi. Hein? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a bien quelqu'un qui est né d'une mère porteuse sans un père, voilà, donc il y a 2018 ans, quoi. Je disais que les futurs dealers qu'il y a dans les quartiers vont te dire, tiens, tu veux un sperme de combien? 3 mois? Et en plus, comme... Tu es en train de dire que le corps devient une marchandise. Mais déjà, il est marchandise. Déjà. Il devient. Non, il est déjà... C'est qu'est-ce qu'il peut offrir comme autre possibilité? Parce que la prostitution, comme il dit, c'est déjà une marchandisation qui est depuis des temps. Après, bon, il y a plusieurs usages. Et moi, je me dis, parce qu'après, maintenant, comme on est dans un confort, parce que des fois, maintenant, on veut l'enfant, on le veut à 3 ans, d'autres, ils vont l'avoir à 2 mois, parce qu'en fonction des priorités de la profession, chacun va faire on va vers ça, quoi. C'est ça qui me fait peur, quoi. On va vers un achat à la carte, quoi. Sur l'idéal de parentalité et sur le fait d'un coup pour des gens un peu hors normes d'avoir des enfants, j'ai une vraie anecdote à vous raconter. J'ai eu une amie il y a très longtemps, j'étais assez jeune, c'était une amie qui était partie s'installer dans l'Ardèche et elle était tétraplégique et elle ne pouvait évidemment pas se nourrir toute seule, ni bouger ses membres, et la seule chose qu'elle arrivait à bouger, c'était ses doigts de pied, et elle tenait la comptabilité de la ferme qu'ils avaient achetée, donc elle faisait tout avec les pieds, elle écrivait, à l'époque bien sûr elle tapait à la machine, tout ça. Juste pour vous dire un jour, c'est que le facteur est venu, c'était à l'Ardèche il y a 30 ans, plus de 30 ans, le facteur est arrivé, il avait recommandé, et il a dit, je voudrais voir Michel, elle est arrivée sur son fauteuil, qui était les premiers fauteuils à l'époque avec batterie, elle est arrivée, elle a demandé dans son langage qui était très difficile à comprendre quand on n'était pas initié, c'était pas évident, qu'il pose son cahier, puis elle a pris le stylo, elle a signé. Le mec, il a pris une colère énorme en disant que c'était pas humain, qu'on pouvait pas du tout se comporter comme ça à la campagne. Et cette femme a décidé avec son mari d'avoir un enfant. Ça a été la première tétraplégique française à avoir une grossesse normale et d'accoucher d'une manière tout à fait naturelle. Son combat a été effrayant. Quand je vous dis effrayant, c'est pas pour faire le gosse, c'était pour trouver un médecin, un corps médical, je sais pas comment dire, enfin en tout cas un axe médical pour qu'on puisse déjà imaginer qu'elle puisse le faire. Elle s'est entendue dire par les premiers spécialistes, alors c'était à Valence, et puis après bien sûr elle a commencé à faire des tas de villes en France, où des gens lui disaient, mais madame, quand on est comme vous, on devrait penser à autre chose que de faire des enfants. Bon, quand on l'a voyé, il n'avait pas tort. Je déconne. Alors, et alors, elle a réussi à trouver un spécialiste qui a relevé le pari de pouvoir lui permettre d'affronter non seulement la médecine, mais aussi tout son désir de mère. Et elle a réussi. Et bien sûr, après, l'histoire continue, elle est très très bien. Mais pour dire que cet idéal-là, ça peut vraiment faire bouger des montagnes. Et elle a vraiment eu un parcours, ça a duré des années.